Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Voici une nouvelle de dernière heure qui redessine fondamentalement la carte du monde. Et quand je dis cela, je n'exagère pas. Au cours des 72 dernières heures, un événement historique s'est déroulé sous nos yeux. C'est un événement qui détruit complètement tout ce que Washington pensait savoir du pouvoir, du levier et de l'économie mondiale. Il s'avère que crier deal devant une caméra, c'est pas la même chose que d'en avoir un. L'ère de l'intégration nord-américaine, une relation économique qui a défini les États-Unis et le Canada pendant 80 ans, est terminée. C'est fini. Et ce ne sont pas les États-Unis qui s'en vont. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, vient de démasquer le bluff de Donald Trump. Il n'a pas publié de tweet furieux. Il n'est pas allé à la télévision pour se plaindre. Il n'a pas envoyé une équipe de négociateurs à Washington pour supplier d'obtenir un meilleur accord. Il n'a tout simplement pas répondu aux menaces tarifaires de Donald Trump. Il n'a pas bronché. C'est habituellement le moment où le spectacle Trump s'attend à voir l'autre camp sursauter au bon signal et accourir sur scène. Au lieu de cela, il a démantelé méthodiquement 8 décennies d'hypothèses économiques en un seul geste calculé et dévastateur. Et les retombées commencent à peine à frapper la Maison-Blanche. La chronologie commence le 20 mars. C'était il y a 4 jours. Ce jour-là, le bureau de Mark Carney a publié ce que je ne peux décrire que comme le document gouvernemental le plus dévastateur sur le plan professionnel que j'ai lu de toute ma carrière à couvrir la politique. Il n'y avait aucun drame dans le communiqué. Il n'y avait aucune mise en scène. Il s'agissait simplement d'un seul paragraphe. Ce qui, selon les standards de Washington, est déjà suspect puisque personne n'a essayé de le vendre comme une finale de saison. Ce paragraphe annonçait la mise en œuvre de mesures permanentes de souveraineté économique. Cette formule précise compte, mesures permanentes de souveraineté économique. Ils n'ont pas appelé cela des tarifs de rétorsion temporaire. Ils n'ont pas appelé cela des tactiques de négociation. Ils ont annoncé des changements structurels permanents dans la façon dont le Canada fait affaire avec le reste de la planète. Personne dans l'entourage de Donald Trump n'a compris ce qui se passait avant qu'il soit beaucoup trop tard. Ils pensaient que le Canada était faible. Ils pensaient que le Canada dépendait complètement du marché américain. Ils ont présumé que Mark Carney bluffait. Mais il ne bluffait pas. Il avait déjà construit l'infrastructure. Les accords internationaux étaient déjà signés en secret. L'argent circulait déjà. Manifestement, l'autre camp a employé cette stratégie radicale qui consiste à se préparer avant la conférence de presse. L'ampleur de ce qui vient de se produire est stupéfiante. Donald Trump s'est avancé et a menacé le Canada de tarifs massifs. Il a menacé d'imposer une taxe de 25 à 35% sur absolument tout ce qui traverse la frontière nord. Tout. Il a menacé le bois d'œuvre, le pétrole, le gaz naturel, l'électricité, l'acier, l'aluminium et les médicaments sur ordonnance. L'ensemble des exportations canadiennes se retrouvaient sur le billot. L'équipe économique de Trump a calculé que c'était son point de levier maximal. Ils ont fait les calculs et ont présumé que le gouvernement canadien paniquerait. Ils ont présumé que le marché boursier canadien s'effondrerait. Ils s'attendaient à ce que Mark Carney décroche le téléphone, appelle le bureau ovale et offre toutes les concessions que Trump voulait, simplement pour garder la frontière ouverte. Ils s'attendaient à ce que la terreur économique force une soumission totale en quelques jours. Le plan, comme d'habitude, semblait reposer sur l'idée que l'intimidation devient une politique dès qu'on la proclame assez fort. Et, pour être juste envers eux, c'est exactement comme cela que ça fonctionnait auparavant. C'est ainsi que le manuel de Washington a toujours fonctionné. Vous menacez l'économie canadienne, vous les regardez s'affoler, vous arrachez vos concessions commerciales, vous tenez une conférence de presse et vous déclarez une immense victoire pour l'Amérique. C'est la procédure standard, mais Mark Carney a fait quelque chose que personne à Washington n'avait prévu. Il a regardé la menace et a essentiellement décidé que si l'intégration devait prendre fin, elle prendrait fin de manière permanente. Puis il a montré ses cartes. Pendant des mois, pendant que Donald Trump tenait des rassemblements politiques et publiait à longueur de journée sur Truth Social, le Canada construisait discrètement une architecture économique entièrement distincte. Un camp construisait des ports, l'autre construisait des manchettes. Les négociateurs commerciaux canadiens n'étaient pas assis à Ottawa, ils étaient à Bruxelles, ils étaient à Tokyo, ils étaient à Séoul, ils étaient à Mexico. Ils étaient à Canberra. Ils parcouraient le monde entier en construisant méthodiquement d'immenses routes commerciales de rechange qui ne touchent pas un seul pouce du sol américain. La pièce maîtresse absolue de cette nouvelle stratégie est l'accord que le Canada vient de conclure avec l'Union européenne.
Le Canada et l'Union européenne n'ont pas simplement ajusté leur accord de libre-échange existant. Ils ont bâti une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement transatlantique pour les terres rares. Les terres rares comptent parmi les ressources les plus importantes sur Terre en ce moment. Ce sont les matériaux qui entrent dans chaque téléphone intelligent, chaque ordinateur, chaque batterie de véhicule électrique, chaque pièce d'équipement médical moderne et chaque système d'armes militaires avancées. À l'heure actuelle, la Chine contrôle la vaste majorité de l'approvisionnement mondial de ces minéraux. Le gouvernement des États-Unis et les entreprises technologiques américaines cherchent désespérément des sources de rechange pour ne pas dépendre de Pékin. Le Canada possède d'immenses réserves de ces minéraux précis dans son sous-sol. Le Canada vient de remettre toute cette chaîne d'approvisionnement à l'Europe. Il a complètement contourné les États-Unis. Le Canada est maintenant officiellement en position de devenir le principal partenaire commercial nord-américain de l'Union européenne. Pas les États-Unis, le Canada. L'Union européenne est le plus grand bloc économique unique de la planète. Elle vient de regarder la carte, d'évaluer les risques et de choisir le Canada plutôt que les États-Unis comme partenaire privilégié pour les ressources les plus critiques du XXIe siècle. C'est une évolution douloureuse pour une Maison-Blanche qui préfère confondre centralité et droit acquis. Du point de vue de la Maison-Blanche, la situation empire, et beaucoup. Le Canada et le Mexique viennent de tenir une conférence de presse conjointe et d'annoncer la création du corridor commercial des Grands Lacs. Ce n'est pas un simple accord administratif mineur, c'est une restructuration physique complète du transport maritime et de la logistique en Amérique du Nord. En vertu de ce nouvel accord, les biens fabriqués dans des usines au Mexique peuvent désormais être chargés sur des lignes de transport spécialisées, passer par des ports mexicains dédiés, puis être acheminés directement vers les réseaux ferroviaires canadiens. Ces biens peuvent ensuite être expédiés directement vers l'Europe ou l'Asie, le tout sans jamais entrer sur le territoire des États-Unis. Pas un seul mille, pas un seul poste frontalier, il n'y a absolument aucune implication américaine dans cette nouvelle route commerciale. Autrement dit, le continent vient de trouver une route qui ne s'arrête pas pour écouter un sermon tarifaire. À cause de ce seul accord, 40 milliards de dollars de revenus logistiques annuels américains viennent tout simplement de s'évaporer. 40 milliards de dollars ont disparu. Les entreprises américaines qui dépendaient de ce commerce comprennent des sociétés de camionnage au Texas, des opérateurs ferroviaires de fret dans le Midwest, des exploitants portuaires, des courtiers en douane, des gestionnaires de chaînes d'approvisionnement et des travailleurs d'entrepôt. Il existe tout un écosystème massif d'emplois américains qui ne vit que du mouvement des marchandises mexicaines et canadiennes sur nos autoroutes. Toute cette industrie vient de perdre près de la moitié de son activité totale en une seule nuit, et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a annoncé cela. Elle n'a pas présenté ce nouveau corridor comme une riposte à Donald Trump. Elle l'a présenté comme une question de sécurité économique. Cette expression précise est incroyablement importante. La présidente du Mexique dit ouvertement sur la scène mondiale que dépendre des États-Unis constitue maintenant un risque actif pour la sécurité. Elle dit aux marchés mondiaux que faire transiter le commerce par le territoire américain est dangereux parce que Washington est trop imprévisible. Elle affirme que bâtir des infrastructures pour contourner les États-Unis relève de la sécurité nationale. C'est une phrase dévastatrice pour n'importe quelle administration, surtout pour une administration qui continue de confondre volatilité et fermeté. Le gouvernement du Mexique n'avait jamais déclaré publiquement de cette manière que les États-Unis représentaient une menace économique directe pour sa survie, ni pendant les négociations initiales de l'ALENA dans les années 1990, ni lors d'aucun différend frontalier précédent. Jamais. Et l'isolement des États-Unis ne s'arrête ni à l'océan Atlantique ni à la frontière sud. Il s'étend profondément dans le Pacifique. Le Japon et le Canada viennent de signer un vaste partenariat stratégique global. Ce nouveau traité couvre la défense, l'énergie, les minéraux critiques, le commerce et le partage technologique. Le mot défense est crucial ici. Le Canada et le Japon ont désormais des accords formels et contraignants de coopération en matière de défense qui n'impliquent en aucune façon l'armée américaine. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, toute l'architecture de sécurité mondiale reposait sur l'idée que l'Amérique était le pilier central. Washington a passé tellement de temps à se comporter comme le seul adulte dans la pièce qu'il a oublié que d'autres pays savent aussi lire un contrat. Si des nations libres voulaient coopérer en matière de défense, elles le faisaient sous le parapluie américain. Cette hypothèse vient de mourir
Exactement au même moment, le Canada élargit des accords commerciaux offensifs avec l'Inde et l'Australie. Donc, en ce moment même, 3 des plus grandes économies de la région Asie-Pacifique sont directement associées au Canada dans des cadres explicitement conçus pour réduire l'implication américaine. Toute la structure historique du commerce pacifique partait du principe que tout devait passer par les relations américaines et les institutions financières américaines. Cette époque est officiellement terminée. Et puis, Mark Carney a fait le geste qui va faire perdre la tête à Washington. Le Canada vient d'abolir ses tarifs de 100% sur les véhicules électriques chinois. Il a annoncé qu'il autorisait un quota limité et fortement réglementé d'importation de véhicules électriques chinois sur le marché canadien. Mais surtout, il recrute activement et agressivement des constructeurs automobiles chinois pour qu'ils bâtissent d'immenses usines de fabrication directement au Canada. Rien ne dévoile plus vite le fantasme tarifaire qu'un autre pays qui le transforme en campagne de recrutement industriel. Donald Trump est monté sur scène et a juré que ces tarifs ramèneraient les emplois en Amérique. Toute son équipe économique a aussi promis au pays que lancer des guerres commerciales renforcerait la fabrication américaine et protégerait la classe ouvrière. Ce qui se passe réellement sur le terrain est tout autre. Les prix du bois d'œuvre aux États-Unis ont grimpé de 40% au cours des 3 dernières semaines. 40%. L'effet sur le marché immobilier est énorme. Les coûts de construction résidentielle explosent actuellement. Toute l'industrie américaine de l'habitation crie à l'aide. Le Canada fournit 30% de tout le bois d'œuvre utilisé aux États-Unis. Sans bois canadien, il est impossible de construire des maisons en Amérique. Cette énorme réserve de bois ne descend plus vers le sud. Elle est actuellement chargée sur des navires et redirigée vers de nouveaux acheteurs en Asie et en Europe. Ces acheteurs étrangers paient volontiers des prix plus élevés. Et surtout, ils ne menacent pas de frapper l'industrie forestière canadienne de nouveaux tarifs tous les 6 mois. Les marchés ont tendance à préférer des clients à des prises d'otages répétées sous forme de notes. Le bois est parti et c'est l'acheteur américain d'une maison qui en paye le prix fort. Et il n'y a pas que le logement. Le coût des médicaments sur ordonnance grimpe aujourd'hui au comptoir des pharmacies. Le Canada est un fournisseur massif et crucial, tant d'ingrédients pharmaceutiques bruts que de médicaments emballés, pour le marché médical des États-Unis. Ces fournitures médicales sont maintenant mises en boîte et envoyées vers l'Europe. Les Américains qui vont à la pharmacie ce matin voient déjà une hausse massive du prix de médicaments de base. Ce n'est pas un modèle économique théorique. Cela se produit maintenant, pour de vraies personnes. Une guerre commerciale sonne toujours audacieuse au podium jusqu'au moment où elle arrive sous la forme d'une facture. L'industrie automobile américaine est dans un état de chaos total et sans atténuation. Détroit panique. L'aluminium canadien, l'acier canadien et les composants manufacturés canadiens sont les éléments fondamentaux de la fabrication automobile américaine. Il est impossible de construire une Ford ou une Chevrolet sans pièces canadiennes. En ce moment, des chaînes d'assemblage au Michigan et en Ohio ajustent leurs horaires et ralentissent leur production parce que leurs chaînes d'approvisionnement sont complètement brisées. Elles ne peuvent pas obtenir les pièces. Les prix des véhicules neufs vont bondir parce que les voitures neuves deviennent trop chères, les prix des véhicules d'occasion vont bondir. Tout ce qui se trouve en aval dans l'économie américaine va coûter plus cher. Et puis il y a le secteur de l'énergie, c'est peut être la partie la plus dangereuse de toute cette crise. Le Canada fournit des quantités massives et essentielles de pétrole brut lourd, de gaz naturel et d'électricité brute au marché américain. Les rédacteurs de discours ont vendu la force, les usines ont reçu des composants manquants. C'est particulièrement vrai pour les États du nord de la frontière. Des États comme New York, le Vermont et le Maine dépendent fortement du réseau électrique canadien pour garder les lumières allumées et les maisons chauffées. Cette énergie est en train d'être coupée aux États-Unis. Le Canada vend exactement cette même énergie à d'autres acheteurs mondiaux. Les compagnies d'électricité américaines sont en mode panique totale parce que on ne remplace pas du jour au lendemain une connexion majeure à un réseau électrique. L'infrastructure physique nécessaire pour remplacer l'électricité canadienne n'existe pas aux États-Unis. Construire de nouveaux pipelines domestiques et établir de nouvelles connexions au réseau électrique demande des années, parfois des décennies, de planification et de construction. Le Canada vend cette énergie à l'Europe et à l'Asie dès maintenant, aujourd'hui, à des prix qui rendent les tarifs de Donald Trump complètement sans effet sur leur rentabilité. C'est impressionnant de voir à quelle vitesse America First devient. Veuillez patienter pendant qu'on trouve un autre réseau. Pour que ce nouveau système mondial fonctionne, le gouvernement canadien vient d'engager 800 milliards de dollars. C'est le montant que le Canada investit au cours de la prochaine décennie pour soutenir cette nouvelle architecture commerciale, 800 milliards de dollars. Ils construisent de nouveaux ports en eau profonde. Ils posent de nouvelles lignes ferroviaires de marchandises.
Ils élargissent des autoroutes qui vont d'est en ouest au lieu d'aller du nord au sud. Ils construisent de nouveaux terminaux massifs d'exportation d'énergie. Ils construisent des centres de données de pointe et des installations de fabrication avancées. Chaque portion de béton qui est coulée est explicitement pensée pour acheminer les produits canadiens vers des marchés mondiaux qui ne sont pas les États-Unis. Il est difficile de présenter cela comme un bluff quand les grues sont déjà sur le chantier. Un détail en particulier devrait terrifier complètement les décideurs américains qui pensent pouvoir s'en sortir à coup de sanctions. Ce sont les fonds de pension canadiens qui financent l'ensemble de ce projet colossal. Le gouvernement canadien a complètement redirigé ces énormes investissements de retraite domestique vers l'infrastructure nationale en les qualifiant de priorités de sécurité de tout premier ordre. Ils vont pas à Wall Street pour emprunter cet argent. Ils ne dépendent pas de consortiums bancaires internationaux. Ils ne dépendent pas de capitaux étrangers. Ce boom massif de l'infrastructure est financé à l'interne par les Canadiens. Cela signifie qu'il n'existe absolument aucun levier financier externe que les États-Unis puissent utiliser pour faire pression sur eux afin qu'ils s'arrêtent. Wall Street ne peut pas geler leur crédit. Le système bancaire américain ne peut pas les étrangler. Il s'agit d'un basculement permanent. Mark Carney a employé le mot « permanent » de manière délibérée. Il ne s'agit pas d'une posture de négociation commerciale. Il s'agit d'une réorientation stratégique totale et fondamentale de l'ensemble de l'économie canadienne, conçue pour durer pendant les 50 prochaines années. C'est ce qui arrive quand un camp traite chaque crise comme de la télévision par câble et que l'autre la traite comme de l'art d'État. Les marchés financiers voient exactement ce qui se passe et ils ont déjà choisi un gagnant. Le dollar canadien vient de s'apprécier de 4% face au dollar américain en l'espace de 3 semaines. 4% dans le monde des devises, c'est un déplacement sismique majeur. Les marchés d'échange regardent strictement vers l'avant, ils se moquent d'hier, ils intègrent dans les prix les attentes futures. Le fait que le dollar canadien gagne autant de terrain face aux billets verts américains signifie que les traders de devises les plus impitoyables de Wall Street et de Londres croient fermement que la position économique à long terme du Canada se renforce rapidement, pendant que celle des États-Unis s'affaiblit rapidement. C'est un signal remarquable. Historiquement, pendant des décennies, le dollar canadien a suivi de très près le dollar américain. Ils évoluaient ensemble parce que les deux économies étaient profondément imbriquées. Cette corrélation vient de se briser. Le marché mondial des devises crie que l'intégration est terminée, que le divorce est final et que le Canada a gardé la maison. Wall Street peut se montrer cynique sur bien des choses, mais il sait généralement faire la différence entre un levier et une crise de colère. Et il n'y a pas que l'argent qui quitte les États-Unis, il y a aussi les gens. Les demandes de résidence permanente au Canada présentées par des citoyens américains ont augmenté de 900% cette semaine. 900%. Des Américains partent activement. On parle de travailleurs hautement qualifiés. On parle de médecins, d'ingénieurs, de développeurs logiciels et de chercheurs universitaires. Ce sont des professionnels qui ont de hauts revenus et de vraies options. Ils regardent l'instabilité politique. Ils regardent l'explosion du coût de la vie. Ils regardent le chaos de cette guerre commerciale et ils décident que le Canada représente un pari beaucoup plus sûr, beaucoup meilleur pour leur famille. Il est difficile de vendre la grandeur nationale quand les citoyens les plus mobiles regardent déjà les sorties. C'est exactement l'inverse d'une fuite des cerveaux. C'est un gain massif de cerveau pour le Canada et il se fait entièrement aux dépens des États-Unis. Les implications économiques à long terme de cette migration précise sont absolument stupéfiantes. Le capital humain, c'est, à dire l'intelligence et les compétences de votre main-d'œuvre, est la ressource la plus importante dans toute économie moderne. Le Canada attire agressivement les meilleurs et les plus brillants. Les États-Unis les perdent. Ce que Donald Trump et toute son équipe ont fondamentalement mal compris du monde, c'est ceci. Ils croyaient vraiment que le Canada avait beaucoup plus besoin des États-Unis que les États-Unis avaient besoin du Canada. Ils ont regardé une carte. Ils ont vu la proximité géographique et ils ont supposé que partager une frontière créait un état de dépendance permanente et inévitable. Le problème quand on fait de la fanfaronnade d'une stratégie, c'est que la réalité n'applaudit pas au bon moment. Ils pensaient que les menaces économiques fonctionneraient parce que les menaces économiques ont toujours fonctionné auparavant sur des pays plus petits. Mark Carney a démasqué ce bluff et il avait déjà en place l'infrastructure froide et concrète pour le soutenir. Le levier de Donald Trump sur Ottawa s'est évaporé au moment exact où le Canada a démontré au monde qu'il pouvait prospérer et croître sans accès au marché américain. Chaque menace que la Maison-Blanche profère en ce moment ne fait qu'aggraver massivement la situation pour les États-Unis.
Chaque fois que Trump hausse le ton, il pousse le Canada de plus en plus loin dans ses nouveaux partenariats hautement lucratifs avec l'Europe et l'Asie. Chaque fois que Trump menace d'un nouveau tarif, cela augmente instantanément le coût de la vie pour les consommateurs américains et pousse des entreprises américaines à la faillite, pendant que le Canada redirige calmement son offre vers des acheteurs étrangers qui ne le menacent pas de guerre économique. À un certain point, cela cesse de ressembler à une posture de fermeté et commence à ressembler à de l'automutilation avec image de marque. Donald Trump ne peut pas gagner ce combat. Il n'existe absolument aucun scénario mathématique ou politique dans lequel il en sort gagnant. S'il recule demain et retire ses menaces tarifaires, il paraîtra incroyablement faible aux yeux de sa base politique et le Canada gardera quand même toutes ses nouvelles relations commerciales mondiales. Ils vont pas déchirer les accords européens simplement parce que Trump change d'idée. S'il va plus loin et impose réellement les tarifs, le coût des biens aux États-Unis va grimper à des niveaux qu'on n'a pas vus dans l'histoire moderne. Le marché immobilier va geler, l'industrie automobile va s'arrêter et les alliés américains à travers le monde vont regarder les États-Unis détruire complètement leur propre économie domestique par pure rancœur et entêtement. S'il ne fait rien et laisse simplement la situation en l'état, le nouveau modèle économique indépendant du Canada réussira brillamment. Il deviendra le modèle éclatant et indéniable pour tous les autres pays de la planète qui cherchent à réduire leur dépendance à un marché américain de plus en plus erratique et peu fiable. Et qu'on se le dise clairement, le monde entier regarde cela en ce moment même. Chaque pays qui a déjà été intimidé ou menacé par des tarifs américains prend des notes. Il regarde le Canada réussir à bâtir un modèle complètement alternatif. La Corée du Sud regarde, le Japon regarde, le Vietnam regarde. Même nos alliés européens les plus proches et les plus anciens observent cela et repensent leur propre sécurité d'approvisionnement. Rien n'encourage plus rapidement l'indépendance stratégique qu'un partenaire qui continue d'auditionner pour le rôle de l'imprévisible. C'est la coupure la plus profonde et la plus durable de toutes. Les États-Unis d'Amérique sont maintenant officiellement perçus par la communauté internationale comme un partenaire commercial peu fiable. Une telle réputation mondiale exemplaire demande des décennies de travail acharné, de diplomatie honnête et de leadership stable pour se bâtir. Il suffit de quelques instants pour la détruire. Le Canada n'a pas créé ce récit. Mark Carney n'a pas inventé ce problème. Donald Trump l'a créé. Il l'a créé en menaçant constamment ses alliés de tarifs. Il l'a créé en traitant des accords commerciaux solennels et contraignants comme de simples morceaux de papier jetables. Il l'a créé en utilisant les relations économiques mondiales comme des armes contondantes. La version de la force pour conférence de presse est facile. Vivre avec la facture l'est beaucoup moins. Mark Carney n'a fait que répondre à la réalité que Donald Trump a créée. Et ce faisant, le Premier ministre du Canada a montré à tous les autres pays de la planète exactement comment gérer désormais les menaces économiques américaines. Le nouveau manuel mondial est simple. Ne ripostez pas, n'envoyez pas de négociateurs, construisez simplement autour d'eux. Traitez les États-Unis comme un marché de luxe facultatif plutôt que comme une base nécessaire à votre survie. Diversifiez votre commerce avec une telle agressivité et une telle rapidité que le levier américain disparaisse complètement. Voilà le manuel. Donald Trump l'a écrit en étant si agressif et si complètement imprévisible que les autres nations souveraines n'avaient absolument pas d'autre choix que de planifier un avenir où les États-Unis ne seraient plus au centre de leur propre sécurité économique. Quand le sermon devient trop coûteux, le public finit par quitter la salle. Mark Carney n'a pas prononcé de discours furieux en frappant sur le pupitre. Il n'a pas traité Donald Trump de tous les noms sur Internet. Il ne s'est pas engagé dans l'échange théâtral façon télé-réalité, dont les chaînes d'information en continu raffolent. Il a simplement agi silencieusement, stratégiquement et avec une efficacité irréprochable. C'est précisément ce qui rend la situation si dévastatrice pour la Maison-Blanche. Il n'y a pas de drame à étouffer. Il n'y a pas d'insultes à analyser et à retourner. Il n'y a que le démantèlement froid et systématique des hypothèses américaines. Il n'y a que la construction patiente et discrète d'alternatives mondiales. Il y a ce calcul glacé selon lequel la prospérité future du Canada n'exige tout simplement plus la coopération américaine. Il est très difficile de contre-programmer la compétence quand tout votre modèle dépend du bruit. Ce message résonne bien au-delà de la capitale, Ottawa. Il résonne à Mexico, où le gouvernement vient de signer avec empressement pour détourner 40 milliards de dollars de commerce hors du Texas et de la Californie. Il résonne à Bruxelles, où les dirigeants européens viennent de sécuriser les terres rares dont ils ont besoin pour construire l'avenir sans passer par des intermédiaires américains. Il résonne à Tokyo,
où le gouvernement japonais vient de formaliser un vaste traité de coopération en matière de défense qui laisse Washington complètement dans l'ombre. L'ère de l'intégration des États-Unis est terminée. Elle est terminée non pas parce que le Canada a décidé d'être hostile ou mesquin, elle est terminée parce que les États-Unis se sont rendus eux-mêmes complètement peu fiables comme partenaires et que le Canada a logiquement répondu en bâtissant un avenir qui ne dépend plus de la stabilité américaine. Pour une administration obsédée par la domination, être contournée avec une telle propreté est un verdict brutal. Les prochains mois de cette crise vont être absolument cruciaux à observer. Donald Trump est complètement coincé. Il ne peut pas reculer sans admettre une défaite totale et humiliante sur la scène mondiale. Mais chaque jour où il maintient cette posture, davantage d'entreprises américaines en subissent les conséquences. Davantage de chaînes d'approvisionnement domestiques cassent net. Davantage de coûts augmentent pour les Américains de la classe ouvrière qui essaient d'acheter de l'épicerie, des médicaments et du carburant. Le Canada, pendant ce temps, exécute simplement son plan. Les nouveaux volumes commerciaux massifs avec l'Europe augmentent chaque semaine. Le corridor ferroviaire avec le Mexique est pleinement opérationnel. Les partenariats stratégiques asiatiques se renforcent d'heure en heure. Les investissements de 800 milliards de dollars dans les infrastructures sont activement en cours. Chaque semaine qui passe rend ce nouveau système mondial plus enraciné, plus solide et beaucoup plus difficile à inverser. Les négociateurs américains vont devoir revenir à la table. À ce moment-là, les habituelles démonstrations de torse gonflé sonneront moins comme du levier que comme une compréhension arrivée en retard. Éventuellement, la douleur économique aux États-Unis les y forcera. Mais quand ils s'assiéront enfin, ils découvriront que la position de négociation du Canada est maintenant fondamentalement et durablement différente. Mark Carney n'a pas besoin d'un accès au marché américain comme tous les précédents dirigeants canadiens dans l'histoire en avaient besoin. Il a des alternatives, de vraies alternatives, massives et pleinement opérationnelles. Ce fait change absolument tout dans la manière dont se déroulent ces conversations internationales. Les États-Unis ne peuvent plus menacer le Canada pour le forcer à se conformer parce que le Canada a déjà survécu au pire scénario possible et en est sorti beaucoup plus fort de l'autre côté. Toute cette situation s'inscrit dans un schéma beaucoup plus vaste et beaucoup plus dangereux que nous suivons depuis des années. Les alliés américains, partout dans le monde, bâtissent discrètement des capacités et des relations qui ne nécessitent pas l'implication des États-Unis. L'Europe développe agressivement ses propres capacités de défense interne. C'est le coup de transformer la gestion des alliances en test permanent de loyauté. Les pays asiatiques créent d'immenses accords commerciaux régionaux qui excluent spécifiquement l'Amérique. Les pays du Moyen-Orient diversifient leurs partenariats de sécurité loin du Pentagone. Rien de tout cela ne se produit parce que ces pays sont bruyamment anti-américains. Il s'agit simplement d'une planification pratique, froide et lucide, face à une nouvelle réalité. C'est une planification pour un monde où les États-Unis sont moins fiables, moins prévisibles et beaucoup moins disposés à honorer leurs engagements historiques. Le Canada n'est que l'exemple le plus dramatique, le plus visible et le plus réussi de ce basculement mondial. Jusqu'ici, l'ordre de l'après-Seconde Guerre mondiale, le système qui a apporté la paix et la prospérité à l'Occident, supposait la centralité américaine. Cette hypothèse est en train de mourir. Elle meurt non pas parce que d'autres pays souhaitent sa disparition, mais parce que le comportement américain rend absolument nécessaire, pour leur propre sécurité physique et leur survie économique, de planifier des solutions de rechange. L'équipe de Trump croyait que le Canada était faible. Elle croyait que la proximité géographique signifiait une dépendance permanente et inévitable. Ils ont confondu familiarité et soumission, et le monde l'a remarqué. Ils pensaient que 80 ans d'intégration profonde ne pouvaient pas être défaits en un seul mandat. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Mark Carney a compris quelque chose de très fondamental au sujet du pouvoir. La menace des tarifs ne fonctionne que si la cible croit vraiment qu'elle n'a aucune autre option. Au moment précis où vous construisez des alternatives, les menaces deviennent complètement vaines. Et si vous bâtissez ces alternatives discrètement, méthodiquement et complètement avant même que les menaces se matérialisent, vous pouvez répondre à l'agression par une force écrasante plutôt que par la panique. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Le Canada n'a pas paniqué, le Canada a exécuté un plan directeur déjà en marche, et maintenant les États-Unis font face aux conséquences sévères et paralysantes d'avoir traité leur allié le plus proche et leur plus grand partenaire commercial comme un adversaire acharné. Le mégaphone était impressionnant, le résultat l'était beaucoup moins. Les coûts pour l'Amérique vont s'accumuler rapidement. Nous regardons des prix plus élevés pour les consommateurs américains.
Nous regardons des chaînes d'approvisionnement rompues et perturbées pour les entreprises américaines. Nous regardons d'immenses pertes de revenus pour les entreprises logistiques américaines. Nous regardons une influence grandement réduite dans les négociations internationales.